Vegeta a massacré des peuples entiers. Et c'est l'un de mes personnages préférés. Dexter Morgan est un serial killer. Et c'est l'une de mes séries préférées. Alors je pourrais prétendre que c'est gênant à admettre. Sauf que je sais que vous êtes exactement comme moi. Et des personnages comme ça, il y en a plein. Des personnages que vous ne pourriez absolument pas défendre dans la vie, mais que vous aimez quand même. Alors soit vous et moi on a un problème, ce qui est tout à fait possible, soit il se passe quelque chose dans la fiction qui mérite qu'on s'y arrête. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Et c'est pas juste une question d'aimer les méchants charismatiques. Ça on le sait déjà. Le Joker est iconique, Dark Vador est iconique, et plus récemment, Thanos a probablement rejoint ce club. Non. Les grands antagonistes, ça a toujours existé. Et on peut tout à fait reconnaître les qualités d'un vilain, sans pour autant l'aimer ou adhérer à ses idées. Mais c'est pas vraiment de ça dont on parle ici. Parce qu'on ne parle pas de méchants. On parle de personnages qui sont considérés comme des gentils. Des personnages que vous et moi on a peut-être aimés, dont on a même peut-être eu les posters dans notre chambre quand on était petit, et ce alors qu'ils ont commis des actes impardonnables. Et c'est donc ça qui m'intéresse ici. C'est de comprendre pourquoi on peut aimer des personnages qu'on fuirait, qu'on condamnerait, ou dont on aurait tout simplement peur dans la vraie vie. Alors qu'à l'inverse, on peut trouver insupportables des personnages qui objectivement ont fait beaucoup moins de mal. Je ne pense pas que la fiction nous rende meilleurs ou plus moraux, mais je pense qu'elle nous révèle un paradoxe sur nous-mêmes. Dexter, froidement, c'est simple. Il tue des gens. Régulièrement, méthodiquement, il ment à tout le monde autour de lui et il manipule les gens qui lui font confiance. Dans la vraie vie, l'analyse de personnage, elle s'arrête là. Pas besoin de contexte, de nuances, on se demande pas s'il a été traumatisé quand il était petit, et encore moins s'il va s'améliorer à partir de la saison 4. Non, le moment où t'apprends qu'un type est un serial killer, normalement c'est bon. Il n'y a vraiment pas besoin de chercher plus loin. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça que je n'ai pas regardé la série tout de suite. Alors que j'arrêtais pas d'en entendre parler et que c'était déjà la série de l'année. Mais je pense que le postulat de départ, à savoir de suivre un serial killer, ça ne m'attirait pas tant que ça. Et c'était pas par posture morale. Parce que des méchants que j'aime bien dans les séries ou dans les films, il y en a plein. Mais j'avais pas d'exemple de personnages principaux, qui commettaient des actes que j'attribuerais normalement à des antagonistes. Ils pouvaient être sombres ou avoir un petit côté torturé. Mais j'étais pas encore prêt à ce que ce soit carrément un serial killer. Inconsciemment, j'étais tout simplement conditionné à penser qu'un personnage principal, ça se devait d'être un gentil. Et puis un beau jour, j'ai fini par regarder. Et là, ça a été un choc. Jusqu'à aujourd'hui, je considère que Dexter est l'une de mes séries préférées. Avec Hannibal. Ouais, faut peut-être s'inquiéter. Et je dois vous avouer que quand je regardais la série, j'étais avec Dexter à 100%. Peu importe la victime, peu importe la raison, Team Dexter. Et c'est quand même bizarre, mais je pense que ça s'explique. Parce que la série ne nous montre pas seulement ce qu'il fait, elle nous enferme avec lui. On entend sa voix intérieure, on connaît ses pensées, on le voit se lever pour aller au travail, et on le voit essayer de comprendre ce qu'un humain normal ferait dans telle ou telle situation. La série ne nous donne pas un acte, elle nous donne un accès. Et à force d'être avec lui, on finit par voir autre chose que le crime. On voit son vide, son malaise, ses efforts presque ridicules pour essayer d'imiter une vie normale. Et au-delà de tout ça, on voit ses démons. Et finalement, le crime ne représente qu'une partie infime du temps qu'on passe avec lui. Même si c'est le fil conducteur, et même si c'est la raison pour laquelle on est venu à la base. Il devient presque secondaire, sans même qu'on s'en rende compte. Dexter ne devient pas attachant parce qu'il tue, il le devient parce que la série fait de nous la seule personne à qui il ne mange jamais. Tous les gens qu'il côtoie ne voient qu'un masque, alors que nous, on connaît son secret. Même si ce secret ne suffit pas à résumer tout ce qu'on voit de lui. Son code encadre sa violence. Il ne vise que des gens dangereux. Et sa vie de famille fait encore apparaître autre chose. Il protège, il s'attache, et il aide parfois les gens qu'il aime sans même savoir pourquoi. La série ne nous montre donc jamais seulement un monstre. Elle nous montre aussi l'homme qu'il aurait pu être. Peut-être même l'homme qu'il est déjà.
même s'il refuse de l'admettre. Et sans vraiment nous en rendre compte, on arrête de le regarder depuis l'extérieur. On devient son confident. Et c'est pour ça que lorsqu'il risque d'être découvert, on ne souhaite pas seulement que la justice triomphe. On souhaite avant tout qu'il s'en sorte. Tout est construit dans un seul et unique but. Qu'on s'y attache, qu'on le comprenne et qu'on lui pardonne. Je suis le guerrier le plus puissant de l'univers! Avec Vegeta, le mécanisme n'est pas le même qu'avec Dexter, mais ils mènent au même endroit. On n'est pas dans sa tête. Ici, c'est le temps et la trajectoire qui font le travail. On le regarde évoluer pendant des centaines de chapitres ou d'épisodes jusqu'à ce que l'écart entre ce qu'il a fait et l'affection qu'on lui porte devienne presque vertigineux. Parce qu'il faut bien se rappeler d'où part Vegeta. C'est pas un antagoniste torturé avec une bonne excuse cachée quelque part. Non. C'est un tueur de masse au sens le plus brutal du terme. Il a littéralement détruit des planètes et éradiqué des peuples. Le tout pour le compte d'un tyran génocidaire intergalactique. Il a tué, encore et encore, sans le moindre remords, et même parfois en y prenant du plaisir. Et aujourd'hui, c'est probablement l'un des personnages les plus populaires de toute la pop culture. Pas seulement de l'animation japonaise, de la pop culture tout court. Bien devant, largement devant, bon nombre de héros irréprochables qui sauvent la Terre tous les 4 matins. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh ben pas grand-chose. Il tombe amoureux d'une humaine, Bulma. Il a un fils, Trunks. Et il déclare son amitié à son grand rival de toujours, Sangoku. Ah, et aussi, il lui arrive, parfois, notamment lorsqu'on frappe sa femme, de s'énerver. Alors oui, il se sacrifie aussi pour sauver la Terre. Mais il faut pas oublier qu'il fait ça uniquement après avoir accepté volontairement la marque de Babidi et tué encore quelques innocents au passage. Tout ça parce qu'il se sentait trop gentil, trop faible. Alors c'est bien, oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à rattraper tout le mal qu'il a commis. Et évidemment, Vegeta dans Dragon Ball, ce n'est pas que ça. C'est aussi des moments de gloire, des moments épiques, mais aussi et surtout ses échecs et ses blessures. Mais encore avant tout ça, c'est avant tout un personnage qui aime se battre. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et aussi parce qu'il est stylé. Et celui ou celle qui me dit qu'il aime Vegeta pour la profondeur de personnage... T'es un très très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Mais c'est pas de ça dont on parle. Parce que dans la vie, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on soit prêt à pardonner à quelqu'un les pires atrocités, sous prétexte qu'il soit stylé. Et pourtant, il lui suffit de quelques instants pour faire basculer tout ça dans la tête du spectateur. Un sacrifice, un sourire, une déclaration, et voilà. Ça suffit à sa rédemption. Et c'est quand même assez injuste. Quand un personnage fait le bien, on trouve ça normal. Mais quand un personnage qui a commis les pires horreurs nous surprend à travers des gestes auxquels on ne s'attend pas, là, on trouve ça magnifique. Tout ça parce qu'on regarde la trajectoire. Et la trajectoire de quelqu'un qui part de très loin est souvent bien plus séduisante que la constance de quelqu'un qui a toujours fait le bien. Et cette asymétrie, une fois qu'on l'a vue quelque part, on la retrouve partout. Chez Jaime dans Game of Thrones, chez Sasuke, chez Loki aussi, dans Avengers, qui a lui aussi d'ailleurs essayé d'assouvir la Terre, et qui a aussi tué bon nombre d'innocents au passage. Mais qu'on pardonne. Parce qu'il n'a pas reçu l'amour d'un père aimant quand il était petit. Le pauvre petit garçon. Et puis il est marrant aussi. Ça compte. Alors si en plus il se met à sauver son frère, alors là, tout est pardonné. Et tous ces personnages, Vegeta inclus, ils ont tous un arc de rédemption. Ce qui veut dire qu'ils deviennent vraiment des gentils. Je trouve ça toujours marrant de dire le mot gentil. Il est gentil. Bref. Mais ça, ce n'est possible que dans la fiction. Parce que dans la réalité, on est beaucoup moins indulgent. On est d'ailleurs beaucoup plus dur après un seul mauvais geste qu'indulgent après une série de bonnes actions. Et c'est quand même paradoxal de voir à quel point on peut être intransigeant dans la vie, tout en pardonnant dans la fiction les pires actions à quelqu'un, parce qu'il est stylé. Heureusement que je suis stylé. Et là on parle de massacre, de génocide, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Ça marche aussi avec des personnages bien plus terre-à-terre. Des gens de la vie de tous les jours, dont les gestes dans les séries nous semblent sympathiques, alors que dans la réalité, on en aurait une toute autre lecture. It's going to be legendary. Parlons un peu de Barney Stinson. Lui aussi, c'est très simple. Il ment à toutes les femmes qu'il croise. Il s'invente des identités, des métiers, des histoires entières, tout ça pour pouvoir coucher avec elles et disparaître le lendemain matin. Il a aussi un classeur avec des techniques de manipulation dedans. Un classeur. Normal.
qu'il range dans son tiroir, avec des noms de code. Si un de tes potes te racontait ça, peut-être que tu trouverais ça bizarre. Moi personnellement, je trouverais ça bizarre. Je trouverais ça même un peu plus que bizarre, je trouverais ça inquiétant. Et pourtant, c'est le personnage que j'attendais de voir le plus à chaque épisode. Et la série ne cache pas que ce qu'il fait c'est nul. Elle ne prétend pas que ses techniques sont admirables. Elles sont même plutôt présentées comme des sketchs, avec leur musique, leur timing, leur chute. Et la conséquence de ça, c'est que tu ne juges plus vraiment un acte. Tu juges la performance. Et une bonne performance, ça s'applaudit. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la fiction n'édulcore pas ce qu'il fait. Barney, c'est pas un gentil caché derrière une posture de connard. C'est vraiment un manipulateur. Mais la série a trouvé la bonne distance pour te faire regarder ça comme un spectacle et pas comme un acte à juger. Et à côté de ça, il y a Ted. Ted, c'est censé être le gentil de l'histoire, le romantique, celui qui croit encore au grand amour pendant que son pote, lui, enchaîne les conquêtes. Quand tu regardes ça comme ça, tu te dis que c'est lui qu'on devrait aimer. C'est un mec bien. Pas toujours le plus fun, mais c'est un mec bien. Sauf que dans la réalité, la grande majorité du public, moi inclus, on ne supporte pas Ted. Et on le trouve beaucoup plus agaçant que Barney. Alors, il peut être égoïste, insistant, se comporter comme un mauvais petit ami. Mais on est quand même très loin du système de manipulation machiavélique de Barney, non ? Non ? Ça me paraît quand même assez dérisoire. Sauf que la série ne l'a jamais mise en scène comme une blague. Ce qu'on demande à Ted, c'est d'être sincère. Alors quand il est lourd, on ne rit pas avec lui, on s'agace. Ses défauts ne sont pas emballés dans un sketch. Ils sont là, à nu, sans filet. Et c'est peut-être ça, la vraie règle qu'on applique sans le savoir. On ne pardonne pas à un personnage par rapport à ce qu'il a fait, on le pardonne par rapport à ce que la série nous a donné à ressentir pendant qu'il le faisait. Barney nous fait rire, donc on lui doit quelque chose. Ted nous ennuie, donc on ne lui doit rien. Ce n'est donc pas une question de gravité des actes, c'est une question de plaisir. Et Barney nous démontre que le plaisir, parfois, il suffit à acheter notre pardon. Mais bon, on reste sur un mécanisme assez léger. C'est de la comédie, personne ne meurt avec Barney, si ce n'est peut-être quelque dignité. Mais il y a un cran au-dessus. Un endroit où ce n'est pas seulement le plaisir qui achète le pardon, mais un ressort plus insidieux. Où la fiction ne nous fait pas seulement rire avant de juger, elle nous demande d'aimer quelqu'un. Puis elle nous demande de décider si on continue de l'aimer après avoir vu ce qu'il était capable de faire. I would do it all over again. Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Et si t'as pas joué à The Last of Us, mais que tu comptes y jouer, je te conseille de passer ce chapitre. Alors oui, c'est vrai, potentiellement j'ai spoilé dans tous les autres chapitres aussi. Mais on va dire que celui-là, peut-être plus que les autres, ça peut te faire chier. Ça peut même te niquer le jeu. Donc voilà, j'ai prévenu. Joël ment. Il ment à Ellie sur le seul truc qui aurait pu donner un sens à tout ce qu'elle a traversé. Il massacre aussi un hôpital entier, peuplé notamment de médecins désarmés. Des gens qui essayaient de sauver l'humanité. Et tout ça pour sauver une seule personne, celle à laquelle il tient. C'est un homme qui décide en connaissance de cause de détruire la seule chance potentielle que l'humanité avait de se sauver, en butant au passage un grand nombre d'innocents. Et tout ça pour sauver une personne de façon totalement égoïste, mais surtout contre son gré. Dans tous les scénarios que je puisse imaginer, pour moi c'est un acte impardonnable. Et si demain, on découvrait un fait divers dans lequel un homme était rentré dans un hôpital et avait tué tout le monde, je pense qu'on serait pas beaucoup à lui témoigner de la sympathie. Et si en plus par la même occasion, il nous enlevait toute chance de sauver notre cul d'un monde infesté de zombies, alors là, c'est même moi qui conduis Abby. Prends les clés, on y va maintenant. Et pourtant, manette en main, quand tu fais l'hôpital, tu ne détestes pas Joël. Pire encore, tu le comprends. Parce que le jeu t'a donné 20 heures avant ce moment. 20 heures pendant lesquelles tu as porté Ellie sur ton dos. Tu l'as protégée, tu l'as vu grandir aussi, et tu as vu à travers elle cette fille que tu as perdue au début du jeu. Le jeu ne t'a pas seulement fait jouer Joël, il t'a fait vivre sa reconstruction, geste après geste, et ce jusqu'à ce que même pour toi, perdre Ellie devienne quelque chose d'insurmontable. Et donc, quand il tue tout le monde dans cet hôpital, tu ne regardes pas un massacre. Tu regardes un père qui refuse de perdre sa fille pour la deuxième fois, même si ce n'est pas sa fille, et même si ça ne devrait pas être son choix. Et puis il y a la suite. Abby tue Joël. Lentement, devant Ellie et devant toi. Moi, malheureusement, je savais que ça allait arriver. J'ai fait le 1 et le 2 à la suite quand j'ai eu la PS5, bien après tout le monde, et c'était impossible de passer à côté de la polémique.
Entre le review bombing, la haine en ligne et les menaces faites à l'actrice qui joue Abby, rien que ça te montre à quel point les émotions peuvent faire déraper les gens. Et donc, quand ce moment est enfin arrivé, je l'appréhendais tellement que j'étais presque soulagé. Soulagé qu'il arrive enfin. Et heureusement qu'il est arrivé assez tôt, parce que honnêtement, pendant tout le début du jeu, je me demandais juste quand est-ce que ça va me tomber dessus. Et malgré cette distance, malgré le fait que je le sache déjà, j'étais quand même choqué. Après cette scène, j'avais qu'une envie, retrouver Abby et la défoncer. Et ce moment, c'est devenu un cas d'école. Beaucoup de gens en ont déjà parlé, il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet, mais la plupart du temps, on oppose Ellie à Abby. Deux femmes, de vengeance, un miroir facile à faire. Sauf que pour moi, la vraie opposition, elle est ailleurs. Elle est entre Abby et Joel. Ellie, c'est nous. C'est ce qu'il reste. C'est ce qui nous permet à nous, joueurs, d'avancer. Et surtout, c'est celle qui nous permet de croire à l'obtention de ce qu'on veut le plus au monde à ce moment-là. Notre vengeance. Mais c'est bien à ce moment-là, au moment où Abby et Joel se rencontrent, que tout bascule et qu'on en apprend le plus sur nous-mêmes. Parce que c'est à ce moment-là qu'on partage tous ce sentiment de haine viscérale. Un sentiment de haine qu'on dirige tous vers la même personne, Abby. Une haine que, si on est honnête, on n'a jamais ressenti pour Joel au moment de l'hôpital. Alors qu'Abby aussi, elle avait ses raisons. Elle avait des très bonnes raisons même. Certainement des meilleures raisons que Joel. Mais le jeu ne s'arrête pas là. À peu près à la moitié du chemin, alors que tu as déjà fait une bonne partie de l'aventure avec Ellie, le jeu décide de te faire revenir en arrière. Et cette fois, tu dois rejouer tous les jours ce que tu as déjà joué avec Abby. Ce moment, je l'ai détesté. Et c'est long. C'est pas juste une petite aparté où tu refais le jeu en version rapide. Non, non, non. C'est toutes les heures que tu as déjà faites, mais du point de vue d'Abby. Dans la peau de la personne que tu détestes le plus au monde à ce moment-là. Et t'as pas envie. Ah, en tout cas, moi, j'avais pas envie. C'est quel niveau de torture, même ça? Mais faut dire la vérité, ils ont quand même eu des de faire ça. Et donc, tu joues Abby. Et le jeu te montre sa perspective. Tu revois le moment où elle découvre son père, mort, tué par Joel. Tu constates comment son désir de vengeance s'est construit pendant des années. Mais il te montre aussi qu'elle a une vie, des amis, des gens qui comptent sur elle. En bref, que c'est quelqu'un de bien. Elle a même un petit chien. Si t'as un petit chien, normalement c'est sûr que t'es quelqu'un de bien. Même si ici, on est team chat. Voilà. Et donc, même si t'en as absolument pas envie, le jeu te force à te mettre à sa place. Et le jeu devient presque cruel avec toi. Parce qu'il ne te demande pas de choisir entre un héros et un monstre. Il te montre que Joel et Abby ont tous les deux aimé quelqu'un, et que cet amour les a poussés à la violence. Joel tue pour empêcher une perte, Abby tue parce qu'elle a déjà eu lieu. Alors ce n'est pas exactement le même geste, mais ils partent tous les deux du même attachement. Sauf que malgré tous ces efforts, malgré les heures entières dans la peau d'Abby, la plupart des joueurs, moi compris, on reste Team Joel. Et c'est souvent bien après, avec le recul, qu'on finit par accepter qu'Abby, c'était peut-être pas la pire. Mais sur le moment, en pleine partie, savoir qu'elle a ses raisons ne suffit pas à effacer ce qu'on ressent. Et ça révèle quelque chose d'intéressant bien au-delà du jeu. À quel point les faits comptent peu face à l'amour ou la haine qu'on porte à quelqu'un. Dans la fiction comme dans la vie, le mécanisme reste le même. Sauf que la fiction, elle peut manipuler ce mécanisme. Elle peut nous faire aimer quelqu'un avant de nous montrer sa violence. Ou l'inverse. Et c'est cet ordre-là, cette manipulation, qui crée un tel écart entre la façon dont on juge quelqu'un dans la vie et la façon dont on le fait dans la fiction. Joel et Abby nous montrent que l'ordre dans lequel on reçoit l'accès à quelqu'un peut suffire à fausser complètement notre jugement, et ce même quand on sait quelque part que ce jugement est faussé. Mais il reste une dernière pièce à ce mécanisme. Un cas où on ne regarde même plus deux personnages opposés. On regarde une seule et même personne en train de devenir quelqu'un d'autre sous nos yeux. Et où c'est nous, spectateurs, qui décidons du moment exact où elle bascule. Yep, that's me. My card. Avant de s'appeler Jinx dans Arcane, elle s'appelait Powder. Et oui, je vais l'appeler Powder. C'est pas pour faire le bilingue, mais je vais pas l'appeler Powder. Et avec un peu de chance, j'aurai de toute façon pas besoin de le dire trop souvent. Et donc Powder, je trouve un gamin. C'est une gamine anxieuse, maladroite, et surtout terrifiée à l'idée de décevoir les gens qu'elle aime. Et on passe plusieurs épisodes avec elle avant qu'il ne se passe quoi que ce soit de grave. On la voit trembler, douter d'elle-même, et surtout chercher l'approbation de sa sœur, Vi. Et oui, c'est pareil, je vais l'appeler Vi, je vais pas l'appeler Vi. C'est dégueulasse, Vi. Voilà. Et puis arrive l'accident. Un accident qu'elle provoque. Sans le vouloir, certes, mais elle est quand même responsable de la mort de ses proches.
par maladresse avant tout, mais aussi par excès de confiance. Et à partir de ce moment-là, quelque chose se brise en elle. Et la série prend le temps de te montrer chaque étape de cette fracture. Le rejet, l'abandon, sa solitude aussi, la manipulation d'un adulte qui profite de sa fragilité pour la façonner à son image, et plus tard, une drogue qui certes la sauve d'une blessure mortelle, mais qui continue de la ronger depuis. Et Jinx naît de tout ça. Jinx, si on l'isole, c'est un personnage qui pose des bombes sans distinguer ses cibles, qui tue des innocents sans hésiter, et qui souvent trouve ça très marrant. Écoute-moi ce rire de démon là. Si on te décrivait ce personnage sans son passé, tu aurais devant toi une terroriste, rien de plus. Et tu la jugerais sûrement comme telle, sans hésitation. Mais la série ne te la présente jamais comme ça. Elle a fait naître Jinx sous tes yeux. Tu l'as déjà aimée. Et donc, chaque geste violent qu'elle commet, tu ne le regardes pas depuis l'extérieur comme un acte brut. Tu le regardes depuis l'intérieur, à travers les yeux de Powder. Et en sachant très bien tout ce qu'il a fallu pour qu'elle en arrive là. Et c'est même pas une excuse, parce qu'encore une fois, la série ne te dit jamais que ce qu'elle fait c'est bien. Là aussi. Mais elle a déjà construit un puits de tendresse dans lequel elle puise épisode après épisode, et ce même au pire moment de sa violence. Et ce pire moment, il existe. À la fin de la première saison, Jinx bombarde le conseil de Piltover en pleine réunion. Elle tue par la même occasion plusieurs conseillers, dont la mère de Caitlyn, l'une des rares figures du conseil vraiment intègre. Et la mère de Caitlyn, c'est pas une figure anonyme, c'est quelqu'un de bien. Et malgré ça, la tendresse construite autour de Jinx tient encore. Et la violence de Jinx ne fait pas disparaître cette tendresse. Plus tard, elle prend sous son aile Isha, une gamine muette qui n'a nulle part où aller, et quand Isha se sacrifie pour la protéger, dans cette scène qui est probablement la pire scène de la série, qui moi personnellement m'a achevé, regarde-moi cette petite tête là. Non, je veux pas revivre ça. À ce moment-là, comme moi, Jinx s'effondre. Elle qui peut tuer des innocents sans ciller, est anéantie par la mort d'une enfant qu'elle connaît depuis pas longtemps. Je sais pas s'il précise à un moment donné combien de temps, mais on va dire pas longtemps, ça me paraît bien précis. Jinx n'est pas seulement un monstre. Elle porte les deux à la fois. La capacité à tuer sans hésiter, et la capacité à être détruite elle-même par la mort de quelqu'un qu'elle aime. Ce n'est pas une contradiction. La capacité d'aimer n'a jamais effacé la capacité à faire du mal. Sauf que dans la série, cette dualité, on nous la montre en pleine face. Dans l'ordre qu'il faut pour qu'on continue de l'aimer. Dans la vraie vie, ça dépend de la distance. Pour quelqu'un qu'on connaît, la même indulgence peut jouer. Mais pour un inconnu, c'est souvent l'inverse. Le bien qu'il a pu faire s'efface souvent au profit du pire qu'on retient de lui. Et il y a encore un point plus troublant si on regarde autour de Jinx. Vi et Echo ont grandi dans le même quartier, dans la même violence. Et cette nuit-là, Vi perd également la même famille que Powder. Elle finit ensuite emprisonnée pendant 7 ans. 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une folie d'être enfermé pendant 7 ans. Après je dis ça, mais en vrai moi non plus je me rends pas compte. Parce que moi non plus j'ai pas été enfermé pendant 7 ans. Mais je suis sûr que c'est pas ouf. Et Echo, lui, voit ses proches tomber les uns après les autres sans jamais quitter les lanes. Les lanes. Pendant que Powder, elle, croise Silco, qui profite de sa fragilité pour la façonner à son image. 3 trajectoires, chacune avec ses propres épreuves. Et pourtant, aucun des deux autres n'est devenu ce que Jinx est devenu. Un même point de départ, mais 3 chemins différents. Ce qui veut dire que rien dans son enfance ne condamnait Powder à devenir ce qu'elle est devenue. C'était pas une fatalité. C'était un chemin parmi d'autres, et elle a choisi ce chemin. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est Powder. La gamine qui tremble, qui doute, qui veut juste que sa sœur soit fière d'elle. On lui pardonne presque plus facilement qu'un adulte. Parce qu'un enfant, par principe, on le juge moins. Il ne sait pas encore, il n'a pas fini de se construire. Et cette indulgence-là, qu'on accorde presque sans y penser à n'importe quel enfant, la série se serre dedans jusqu'au bout, bien après que Powder soit devenu adulte. Et malgré ça, malgré le fait qu'on sache, en regardant Vi et Echo, qu'une autre vie était possible, on continue d'aimer Jinx. Pas parce que son passé l'excuse, mais parce qu'on a marché avec elle, spécifiquement elle, depuis le début. Et ce n'est pas la série qui fixe où s'arrête ce pardon. C'est toi qui décides, sans vraiment t'en rendre compte, jusqu'où l'enfance de quelqu'un a le droit de racheter ce qu'il devient adulte. Ce que la série a construit, ce n'est pas une explication, c'est un attachement. Et un attachement, contrairement à une explication, ça n'a pas besoin d'être logique pour tenir. Plusieurs œuvres, plusieurs leviers différents. Et ce ne sont que quelques exemples parmi des centaines d'autres possibles.
Et une fois qu'on les a repérés, on commence à les voir partout. L'accès qu'on nous donne à Dexter, le temps qu'on passe avec Vegeta, le plaisir que Barney nous procure, l'ordre dans lequel on découvre Joel et Abby, et l'enfant qu'on continue de voir derrière Jinx. Après, je ne sais pas lequel de ces mécanismes te touchera toi. Peut-être aucun. Peut-être que Dexter t'a toujours semblé juste flippant. Et peut-être que Vegeta te laisse de marbre. Et même peut-être que t'as toujours kiffé Abby. Allez, on va dire qu'on fait semblant de te croire. Et très bien, c'est pas très grave. J'ai jamais prétendu avoir trouvé une règle qui marche sur tout le monde. J'espère juste avoir présenté assez de cas différents pour que peut-être un ou deux te parlent. Et si c'est le cas, si un seul d'entre eux te parle, alors on est d'accord sur l'essentiel. À chaque fois, la fiction organise notre regard. Elle ne change pas ce que ces personnages ont fait, elle change l'endroit depuis lequel on le regarde. Et plus j'y pense, plus je me demande ce qu'il se passe lorsqu'on sort de la fiction. Parce que dans la vraie vie aussi, on ne juge jamais seulement les faits. On juge la manière dont ils nous arrivent, ce qu'on nous montre en premier. Ce qu'on sait de la personne, la distance qu'on a avec elle, et parfois il suffit d'un récit pour décider à notre place qui est le monstre. Et ça, s'il y a quelqu'un qui le sait bien, c'est Steve Bartman. C'est du baseball, si tu connais pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. En 2003, les Cubs de Chicago sont à une victoire des World Series. Une balle arrive dans les gradins, et Bartman tend la main, comme plusieurs spectateurs autour de lui. Mais en faisant ça, il empêche peut-être un joueur de son équipe de l'attraper. Et les Cubs perdent le match, puis la série. Et en quelques heures, Steve Bartman devient l'un des hommes les plus détestés du sport américain. Menaces de mort, insultes, sa photo partout. Il finit par disparaître de la vie publique pendant plus de 10 ans. Alors, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est même plutôt stupide en réalité. Mais c'est aussi très classique dans le baseball. J'ai l'impression en tout cas, parce que j'y connais rien en fait. Et il n'a pas perdu le match à lui tout seul. Il n'a même pas vraiment commis de faute. Il a eu un réflexe de spectateur, au mauvais endroit, au pire moment. Mais l'histoire avait besoin d'un coupable. Et il a fallu attendre que les Cubs remportent enfin un titre, 108 ans plus tard. Enfin non, 108 ans avant le dernier, pardon, après le dernier. Oula, vous avez compris l'idée j'espère ? Pour que le club lui offre une bague de champion et reconnaisse publiquement que tout ce poids n'aurait jamais dû reposer sur lui. 14 ans pour défaire un récit qui s'est construit en quelques secondes. J'aurais dû commencer par les 14 ans en fait. Je sais pas pourquoi j'ai parlé des 108 ans, ça va juste vous embrouiller. Et je vais laisser quand même tout ça juste pour que vous compreniez à quel point, des fois, je fais n'importe quoi. Comme Steve Bartman. Voilà. Et c'est là que le parallèle avec la fiction devient troublant. Dans la réalité, un récit collectif peut transformer un homme ordinaire en monstre. Alors que dans une œuvre de fiction, un autre récit peut produire exactement l'effet inverse. Prendre quelqu'un qui a fait des choses monstrueuses et nous donner malgré tout l'envie de l'aimer. Quand Dexter tue, il n'y a personne à enterrer. Quand Vegeta détruit une planète, il n'y a aucune famille à regarder droit dans les yeux le lendemain. Et quand Joel massacre un hôpital, aucun de nous n'a de deuil à porter. On peut ressentir toute l'empathie du monde pour eux, sans jamais avoir à vivre avec les conséquences de leurs actes. La fiction nous offre une proximité sans risque. Ça ne veut pas dire qu'on devrait pardonner davantage forcément dans la vraie vie, même si parfois je pense qu'on le devrait. Et quand je dis ça, évidemment, je ne parle pas de détruire des planètes ou d'être un serial killer. Les victimes sont réelles et les conséquences aussi. Mais je pense que des gens comme Steve Bartman, il y en a plein. Et peut-être qu'ils ne méritent pas ça. Mais ça montre que notre jugement n'est jamais aussi objectif qu'on aimerait le croire. On pense juger seulement des actes. En réalité, on juge aussi tout ce qu'une histoire a placé autour. On nous a manipulés. Pas forcément au sens négatif du terme, si tant est qu'il y ait un sens positif, mais juste au sens propre. On a placé notre regard quelque part, et on nous a donné certaines informations avant les autres. On nous a rapprochés de quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne soit plus seulement ce qu'il a fait. Et cette manipulation fonctionne même quand on ne sait pas qu'elle existe. Dexter, Vegeta, Barney, Joel, Abby, Jinx, peu importe. Ils ne m'ont pas appris qui ils sont. Ils m'ont montré comment j'aime et comment je juge. Et le plus troublant, ce n'est pas que l'attachement nous rende aveugles, c'est qu'il nous a laissé croire qu'on a jugé les yeux ouverts. Enfin bref, je parle beaucoup, mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, c'est que je suis vraiment stylé.